Cédric Kombila, vice-président de l'association Les Panternautes, qui est avec nous sur ce plateau, mais également un jeune footballeur gabonais pour la première fois, une exclusivité à Gabon 24, Orphée Bina. Vous êtes bien sur Gabon 24 et l'émission c'est Multisport 24. Nous allons parler de football. Quand on voit Cédric, c'est qu'on va parler de football et des Panthères du Gabon. Et à côté, une jeune panthère en gestation dans l'antichambre des grands. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir Gaël, et c'est encore un plaisir de répondre à votre invitation. Bonsoir, c'est aussi un plaisir de répondre à l'invitation. D'accord, tout de suite, je vais me retourner vers vous, Cédric. On était déjà là il y a quelques temps, on a parlé de cette affaire Brice Ndjave. Finalement, la CAF a donné raison, sinon le jury disciplinaire de la CAF a donné raison à l'équipe nationale. Je vois Orphée qui est en train de sourire. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, président des Panternautes, amoureux du football et de l'équipe nationale? Oui, c'est un énorme soulagement, vraiment. Et nous avons pour une fois été, on va dire pour une fois, mais c'est assez inhabituel pour être souligné. On a été fiers de voir le travail de la commission juridique de la Fédération gabonaise de football qui a monté un dossier béton avec l'appui de ses avocats, bien évidemment, pour présenter ce dossier en jury d'appel pour qu'on en arrive là, parce que ça allait vraiment être une catastrophe de voir cette génération-là qui s'est brillamment imposée sur le terrain à Yaoundé manquer cette compétition. Donc, pour une fois, en tout cas, lorsque c'est bon, il faut le dire. Gros chapeau à la fédération gabonaise de football, en tête desquels son président, et à toute l'équipe qui a contribué justement à monter ce dossier. D'accord. Orphée, vous qui êtes sur la liste d'attente de Saturnin Ibela, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Non, la liste est de Patrice Neveu. De Patrice Neveu, oui, pardon, merci, de Patrice Neveu. Non, mais bien sûr que j'ai un peu regardé pour les U23. Et bien sûr, ça fait plaisir de voir après tout ce qui s'est passé, de savoir qu'ils vont pouvoir aller à la CAN au Maroc, si je me trompe. Oui, au Maroc. Ça fait toujours plaisir de savoir après tout ce qui s'est passé que finalement on est qualifié pour ce tournoi. D'accord, puisque vous êtes sur la liste d'attente de Patrice Neveu. On va regarder ce reportage qui revient sur l'affaire Ndjave avant de parler justement de ce match à quitte double des Panthères contre la RDC. On regarde ensemble ce reportage et puis on se retrouve derrière. Le jury d'appel de la CAF juge recevable le recours introduit par la Fédération gabonaise de football, annule en toutes ses dispositions rendues par le jury disciplinaire de la CAF et par conséquence, la décision de la commission d'organisation du 27 mai 2023 rejette toutes les autres demandes et ordonne le remboursement des frais d'appel à l'appelant en vertu des dispositions de l'article 58 du code disciplinaire de la CAF. Cette décision de la Confédération africaine de football dans l'affaire Floris Ndjave à la CAN U23 2023 est un ouf de soulagement pour le football gabonais. Disqualifiée pour erreur administrative, la sélection olympique des Panthères du Gabon a été réhabilitée et prendra bel et bien part à la CAN au Maroc au détriment du Cameroun. Selon le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, lors de la réunion du 7 juin, le jury d'appel a examiné tous les documents relatifs au litige. Après étude de tous les faits, allégations, arguments juridiques et preuves présentées, le recours du Gabon a été jugé recevable. Mais si l'heure est à la réjouissance, il est indéniable qu'une entité est clairement derrière cette victoire. La commission juridique de la Fédération gabonaise de football qui a su démontrer au jury d'appel que le Gabon n'a jamais commis d'erreur en inscrivant son joueur pour la CAN U23. S'il est admis qu'une faute a été commise, c'est en Ligue des champions de la CAF en 2020. À partir de ce fait, comment punir le Gabon pour une faute commise dans une compétition avec le règlement d'une autre compétition? Mais qu'importe, le Gabon retrouve sa place et jouera bien cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Pour aller ouvrir le score à la 13e minute, Gabon 1. Voilà, on rappelle quand même que l'équipe nationale de U23 s'est envolée ce lundi 11 pour le Maroc afin de bien préparer la compétition. On va parler de notre jeune compatriote qui est avec nous sur ce plateau, Orphée. Alors dites-nous, on ne vous connaît pas forcément partout au Gabon. C'est quoi votre actualité? Vous êtes là en vacances, je crois, ou parce que vous êtes sur la liste d'attente de Patrice Neveu? Non, dans un premier temps, ça fait, je crois, plus près de 9 ans que je n'ai pas vu ma famille. D'accord.
Donc du coup, j'ai voulu venir en vacances et faire une surprise à ma famille, venir en vacances et pour voir ma famille. Et les choses ont fait que, comme par hasard, j'ai été sur la liste d'attente. Je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Une pierre deux coups, c'est ça. Je me suis dit, autant aller là-bas et non seulement par la surprise que je vais faire à mes parents, c'est un honneur de rentrer aussi au Gabon, de se ressourcer, de pouvoir revoir sa famille, ses amis d'enfance, etc. Par féminin, c'est quand même à 17 buts. Alors comment on se sent quand on est meilleur buteur? On se sent toujours pareil, c'est juste on prend plus en confiance, c'est ça, il n'y a rien qu'à changer. Juste de la confiance, c'est important pour un attaquant de marquer, parce que la confiance s'installe et on est plus serein devant le but. Donc Orpheline Bina, ça ne change pas. Avec un 5 ou 17 buts, c'est pareil. D'accord, vous êtes sur la liste d'attente de Patrice Neveu. Qu'est-ce que ça vous a déjà fait? Qu'est-ce que ça vous a fait déjà de savoir qu'il y avait un regard qui était sur vous? Parce que si vous êtes sur la liste d'attente, ça veut dire que Patrice Neveu a un regard posé sur vous. Il suit votre évolution en France. Bien sûr, ça m'a fait plaisir. C'est un honneur. C'est vrai que c'est que la liste d'attente, mais c'est une première. Il y a un an de cela, personne ne me connaissait. Personne ne connaissait Mbina Orphée. Maintenant que je suis un peu sur la liste d'attente, bien sûr c'est un plaisir, même si c'est que la liste d'attente. Donc je suis honoré de pouvoir faire partir de cette liste d'attente. Est-ce que ces 17 buts, Orphée, dites-nous, est-ce que ces 17 buts ont fait bouger les lignes? Est-ce que vous avez eu des appels d'autres clubs qui veulent de vous Oui, pourquoi pas, bien sûr. Des appels concrets, non, pas encore, mais des appels, oui. Donc du coup, on attend, on patiente et on va bosser. D'accord, de toute façon, on va revenir sur vous, parce que vous êtes là pour nous parler de votre actualité. Et pendant ce temps, on va se tourner vers la régie pour regarder ensemble ce reportage qui revient sûrement naturellement sur les enjeux de ce match RDC Panthère du Gabon, RDC, puisque c'est nous qui recevons. On regarde ensemble et puis on se retrouve derrière. Les Panthères du Gabon ont été restés sur une défaite surprenante à Khartoum lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, avec pour conséquence une première occasion gâchée de valider leur ticket pour les bords de Lagune et Briey. Alors que le Gabon n'a besoin que de 3 points ce 18 juin 2023, les hommes de Patrice Neveu ont l'occasion de finir le boulot au stade Rénovation de Franceville face à la République démocratique du Congo, bonne dernière du groupe I, mais transformée depuis la nomination de Sébastien Desabré. Je connais toutes ses forces, je sais que c'est une belle équipe, mais on a les moyens. Après, à nous, dans les actes, comme on le dit, à nous de le prouver sur le terrain. Mais qu'avant le match, je connais bien Sébastien et je ne donnerai pas d'argument, je dirais, pour aller le titiller. Oui, Sébastien, tu as une belle équipe, mais moi aussi j'ai une bonne équipe, donc c'est sur le terrain que ça va se passer. Le Gabon va avec l'avantage de ne jamais perdre au stade Rénovation de Franceville son fief. Mais pour Patrice Neveu, un autre élément pourrait également avoir son pesant d'or, le public que le sélectionneur national appelle de tous ses voeux. Les joueurs ont vraiment besoin de ça. Moi j'en ai besoin parce que je sais que c'est un atout supplémentaire pour nous. Il faut qu'on essaie, pas dire de prendre des mesures, mais de faire en sorte, je dirais, que le stade soit rempli au maximum et que le drapeau il flotte fort derrière l'équipe. À travers ça, pour décomposer un peu mes propos, si je sais que sur ce match-là, comme je l'ai dit au début, il y a 45 minutes, tactiquement ça va être un match il va falloir être très studieux. Et que dans les réponses qu'un collectif peut donner, les réponses elles sont aussi données comme on le voit avec Lens, de par la poussée du public. Cette rencontre importante mais pas décisive marquera également le retour d'André Biogopoko, René Kwelemanga, mais surtout de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang qui avaient annoncé leur retraite internationale au sortir d'une CAN 2021 qu'ils n'avaient même pas disputée. J'ai toujours eu gardé cet espoir qu'il revienne parce que pour moi il était trop tôt qu'il arrête. Mario il était trop tôt qu'il arrête. Mais après, dans un moment de carrière, je me suis dit, essaie coach, de prendre du recul et essaie pas de comprendre les joueurs, mais laisse le temps, parce que le temps, parfois, et souvent, le temps fait son œuvre, et il a fait logiquement son œuvre, parce que c'est des joueurs qui sont sortis
bon, frustré. Et puis, à un moment, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça, on n'a pas fait de... Voilà. Mais c'est nos joueurs ils aiment leur pays. C'est donc un groupe quasi au complet en l'absence de Gaylor Kanga, suspendu pour cumul de cartons, qui foulera la pelouse du stade Rénovation de Franceville. L'objectif étant de rejoindre le Sénégal, champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, tous qualifiés. Cédric, un match qui s'annonce électrique avec Chancel Mbemba qui a quand même taquiné un peu Pierre-Emerick Aubameyang. On a vu sur les réseaux ce duel qui promet entre Chancel Mbemba qui a reçu le prix Marc-Vivien Fouet et Pierre-Emerick Aubameyang qui signe son retour. Mais il y a également Mario Lemina. Bonne nouvelle pour la tanière quand même. Oui, très bonne nouvelle pour la tanière parce que depuis le retour de la... Bon, on va même dire depuis la CAN puisque les deux, Pierre-Emerick et Mario, n'ont pas joué la CAN. Depuis l'avant-CAN, c'est la première fois qu'on retrouve le groupe au grand complet, avec toutes nos forces, toutes nos armes. À l'exception de Kanga Gaylor qui est... Voilà, à l'exception de Kanga Gaylor qui est un élément clé du dispositif au milieu de terrain, mais qui est suspendu pour raison de cumul de cartons. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas jouer ce match, mais enfin... Je pense que même sans Kanga Gaylor, je pense que l'équipe qui est là, c'est une équipe complète et aguerrie sur toutes les lignes. On a de l'expérience là. Donc il y a le retour de Poko également au milieu de terrain. Il y a le retour de Lemina. Donc je crois que Lemina, Poko et Didier... C'est plus des calculs peut-être pour Patrice Neveu? Beaucoup plus de mots de tête, de petites migraines pour Patrice Neveu parce qu'effectivement il va falloir prendre des bonnes décisions. Et ne surtout pas être frileux parce que ce match on doit le jouer comme une finale. C'est d'ailleurs une finale. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne qu'en cas de résultat positif, on est directement qualifié pour la CAN et en cas de défaite, on est pratiquement en difficulté pour se qualifier. Donc je pense que c'est un match capital. J'ai suivi un peu l'intervention du sélectionneur qui parlait d'un match très dur au niveau tactique. Il faudra qu'on se mette à la dimension de qui nous sommes, donc les Panthères du Gabon. Nous ne sommes pas une petite sélection au niveau africain, continental. Et donc, il ne faudrait pas également qu'on hésite un peu trop, parce qu'on joue à la maison. Et donc, on doit prendre le jeu à notre compte pour mettre rapidement la RDC en difficulté. D'accord. Alors, Orphée, comment vous voyez ce match contre la RDC ? Moi, je pense déjà avec le retour de Mario et Pierre, je pense que c'est un retour logique pour moi. C'est deux personnes qui ont marqué l'équipe nationale. Donc pour moi, c'est tout à fait logique leur retour. Et le match, je le vois de manière à ce que si on joue bien avec nos forces, je pense que c'est un match qui peut tourner à notre avantage. Donc bien sûr, je vois ce match positivement. Alors, dites-nous, Orphée, on va en profiter pour parler un peu de vous. Dites-nous comment tout a commencé, pourquoi on va faire le choix du football, tellement de disciplines et puis... Ça, je sais pas, le choix du football depuis tout petit. J'ai l'impression que je suis sorti du ventre de ma maman avec un ballon. Parce que depuis tout petit, vous connaissez l'adage de tu vas à l'école et derrière tu joues au football derrière la maison. C'est un peu ça, je joue au football et... Papa et maman me disaient que si tu veux jouer au football, il faut aller à l'école. Et du coup, j'ai forcé là-dedans, aller à l'école, jouer au football et j'ai fini par suivre la voie du football. Aujourd'hui, on a vu quand même une magnifique image lorsque vous arrivez pour cette émission. On a vu votre papa à votre côté. Ça veut dire que la famille vous soutient dans le choix que vous avez fait, le choix de carrière. Oui, bien sûr. J'ai de la chance d'avoir du soutien de ma famille, même de ma grand-mère et même de ma maman parce que ma grand-mère et la maman, au début, elles ne sont pas forcément très d'accord. Et après, avec le temps, quand elles comprennent que peut-être ça devient un peu plus sérieux, elles pensent qu'elles essaient de me soutenir. Donc, bien sûr, ça fait plaisir de savoir que sa famille est derrière ça. D'accord, on va peut-être parler de vos rêves. Aujourd'hui, vous êtes sur la liste d'attente de Patrice Neveu. C'était quoi vos rêves quand vous avez décidé de jouer au ballon? C'était de porter le maillot gabonais, essayer de faire comme les grands frères, ou peut-être mieux. On a aujourd'hui quand même un Pierre-Emerick Aubameyang qui est Ballon d'Or africain 2015. Il faut dire que ça va être un peu difficile d'aller chercher, de faire tomber ce record, parce que qu'on le veuille ou pas, Pierre-Emerick Aubameyang, quand on parle de football au niveau de Gabon, c'est une icône. Est-ce que vous également, vous avez le rêve de titiller les sommets comme le grand frère Pierre? Oui, bien sûr.
Si je disais non, c'est que je mentirais. Mais non, bien sûr. J'ai grandi avec le Gabon, cette équipe nationale. Je suis né ici. Je courais dans les rues avec le drapeau du Gabon pendant la CAN 2012. Je sais pas trop, oui. 2012. 2012. Ouais. Et il y avait ça, il y avait Pierre-Emerick à l'époque, il y avait Zita Banango ici, je ne me trompe pas. Banango Ouais, Zita. C'est ça. Et j'ai grandi avec ça un tout petit peu. Donc, bien sûr, j'ai cette image de l'équipe nationale. Et donc, pour moi, c'est un rêve, oui. Pour moi, de base, le rêve, c'est de devenir joueur professionnel. Et après, par la suite, on comprend que l'équipe nationale, vu qu'on grandit avec, c'est le professionnalisme, c'est ce truc qu'on regarde à la télé, on est fixé dessus, il y a des émotions, tout ce que ça procure. Du coup, mon rêve, il a fait que croître, c'est tout. D'accord, je rappelle que vous êtes en National 2 en France, à FC Chamalières, c'est ça? C'est ça, exact. Et vous êtes le meilleur buteur avec 17 buts. J'espère qu'on est bien informé, c'est bien ça? C'est exact. Voilà, donc Cédric. Alors, nous, on va revenir avec vous pour parler de ce match parce que c'est samedi. Dimanche prochain, le 18. 19h. Voilà, dimanche 19h, ce match. Quelle serait pour vous l'erreur que Patrice Neveu ne devrait pas commettre? Alors, je pense que l'erreur que Patrice Neveu ne devrait pas commettre, et même l'ensemble du groupe, c'est la crispation de l'enjeu. Il ne faut surtout pas qu'on tombe dans la crispation de l'enjeu. Il faut qu'on le prenne comme un match et qu'on aille réellement à l'abordage, avec l'ambition de le gagner, très rapidement de se sécuriser et ensuite essayer de voir comment on peut, à partir du moment où on aura assuré l'essentiel, je crois qu'on a 45 minutes pour assurer l'essentiel et pour jouer avec moins de pression en deuxième période en essayant de conserver le résultat tout en attaquant. Mais vraiment, si on va être crispé par l'enjeu en se disant c'est une finale, c'est le match qui nous qualifie, c'est le match qui nous élimine, il y a le retour de Pierre-Emerick, il y a le retour de Lemina, il faut vraiment qu'on évite ça, donc que le coach ait un discours clair à ses troupes, en disant qu'il faut rapidement sécuriser le match. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que très souvent, on a des fins de match difficiles. Donc si on ne marque pas tôt, on va se mettre encore plus de pression à partir de la deuxième mi-temps. Et là, ça va être compliqué parce qu'on va faire une course contre la montre. Et en général, dans ces situations-là, l'adversaire peut avoir une situation de contre. Et c'est quel serait pour vous le meilleur classement pour... Le meilleur classement, déjà, c'est tenir compte du retour des cadors. Moi, je vais peut-être vouloir soulever un sujet au niveau du capitanat. Mon avis personnel, c'est que j'aurais souhaité que peut-être pour ce retour-là, que Pierre ne prenne pas le brassard. De toute façon, c'est pris, on l'a vu je pense qu'il aurait joué peut-être plus libéré. Enfin, c'est mon avis personnel. De toute façon, après, n'empêche que même avec le brassard, par rapport à son niveau de détermination, il peut mener les troupes au succès. Je pense que la sélection, elle est là, elle est toute faite avec Amonome, qui garde les buts depuis un certain moment avec beaucoup Après, ça va plus, le problème, c'est plus devant, parce qu'on avait Boupenza, on avait Jim, on avait Bouanga. Oui. Aujourd'hui, il y a Pierre-Emerick Aubameyang. On joue de manière générale en 4-3-3. Oui, la question va être de savoir, est-ce que Pierre va partir... Bon, je pense que s'il a le capitanat, c'est qu'il part déjà titulaire. Donc, si on joue autour de Pierre, moi, je vois Bouanga qui est tout feu, tout flamme actuellement. Et je vois Bouanga commencer avec Boupenza qui encadre Pierre. Après, c'est vrai que Djima Levina également, il a fait une très belle fin de saison et il est en très belle forme également. On peut penser à Djima Levina. Donc on peut avoir un classement avec Bouanga, Boupenza et Pierre, ou Bouanga, Alevina et Pierre avec Boupenza qui rentrerait. Voilà. En tout cas, le sélectionneur a une fourchette très élargie de choix à faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est avant de passer la parole à Orphée, on avait quand même un petit souci, on se questionnait sur le niveau d'ambiance, l'atmosphère au niveau de la tanière. Mais on a vu quand même que l'atmosphère, elle est belle parce que tranquillement, on parlait de ceux de Sarder que finalement Boupenza a librement donné, a remis à Pierre-Emerick Aubameyang. Il a repris son de Sarcelles. Ça veut dire que l'ambiance, elle est bonne au niveau de la tanière et donc à ce niveau-là,
forcément des soucis à se faire. La preuve, je n'ai pas évoqué ce sujet parce que nous sommes agréablement surpris et normalement, il n'y a pas de souci. On a bien vu que Boupendza a récupéré son dossard, il n'y a pas eu de souci, et que l'ambiance dans la tanière, elle est très bonne. Donc il n'y a rien à redire. Je pense que dans ces conditions-là, il n'y a pas d'autre résultat à attendre qu'une victoire et qu'une qualification rapidement. Par contre, il y a un point sur lequel, avec ta permission, j'aimerais qu'on revienne quand même, c'est sur le public. Le public, vraiment, j'appelle le public de Franceville et de toutes les régions environnantes de Franceville, notamment de toute la province du Haut-Ogooué, de se rendre massivement au stade parce qu'on a un enjeu, c'est que nous jouons contre la RDC. La RDC, c'est le Congo c'est juste à côté et on sait très bien la forte population congolaise qu'il y a dans cette province. Il ne faut pas qu'on se surprenne à être dans un stade où on aurait l'impression de jouer à Kinshasa. Là, vous jouez le vice-président de Panthère-Note en appelant les populations, c'est le vice-président qui parle. D'accord. Voilà. Donc, on va se retrouver, Orphée, alors dites-nous, est-ce que ça a toujours été un rêve pour vous de porter le maillot gabonais? Et si oui, dites-nous, est-ce que parmi ceux qui sont là, ou ceux qui ne sont plus, vous avez parlé de certains anciens qui ont été un modèle pour vous, qui vous ont donné envie de jouer au foot. Je parle au niveau national avant de parler de Messi, Cristiano Ronaldo et les autres. Moi, quand j'étais tout petit, je pense, je regardais, j'avais un modèle, je crois que c'était Daniel Cousin. Ouais, Daniel Cousin. Oui. C'est un attaquant qui m'a beaucoup inspiré. Et ensuite, aujourd'hui, je joue le même poste qu'il jouait à l'époque, 9. Qui était un peu pivot, qui calait beaucoup de ballons, qui était un peu dans mon registre. Et je pense, oui, ça a été dans les cousins, avec Pierre-Emerick aussi, qui par la suite, je pense que ça a été ces deux-là au niveau de l'équipe nationale. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des bonnes relations avec vos grands frères? Est-ce que ça se parle? Est-ce que ça se donne des conseils? Non, je pense que je n'ai pas encore échangé avec eux. J'ai jamais échangé avec eux. Non. Aujourd'hui, vous êtes sur la liste d'attente. Si jamais vous n'êtes pas appelé par Patrice Neveu, on espère que vous allez être au stade à Franceville, vous allez effectuer le déplacement. En espérant que vous serez encore là. Oui, je ne sais pas encore si je n'ai pas d'urgence qui me rappelle en France. Je pense, pourquoi pas, oui. Ça va être une belle opportunité de rencontrer Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, et puis discuter avec certains. Voir déjà l'ambiance au niveau du groupe, vous aurez l'opportunité peut-être d'approcher les vestiaires des Panthères. Oui. Alors, quel serait pour vous, en tant que footballeur, en parlant de l'équipe nationale, le rêve que vous souhaitez réaliser avec l'équipe nationale, au-delà de votre carrière en club? Avec l'équipe nationale, déjà, c'est d'emmener cette équipe et ce pays un peu plus loin que ce qu'on a été. Ça veut dire, des fois, dans des compétitions ou dans des grandes compétitions internationales, de pouvoir aller plus loin que ce qu'on a été, je pense, dans un premier temps. Les quarts de finale, on n'a jamais joué de Coupe du Monde, on espère peut-être que... C'est des objectifs, je pense, à court terme qui peuvent être... réalisable. Donc oui, pourquoi pas. Et personnellement, au-delà de l'équipe nationale, quelles sont vos ambitions personnelles? Est-ce que Orphée souhaite peut-être jouer en Première Ligue à Manchester City, puisqu'on parle des champions d'Europe? Bien sûr, pourquoi pas. Vous avez des rêves? Oui, bien sûr, j'ai des rêves. Mais honnêtement, j'ai toujours eu un rêve depuis tout petit, c'est de devenir professionnel. Ça veut dire, moi, mes rêves, ils sont un peu à court terme, moyen terme. Ça veut dire, une fois que j'aurai ça, eh ben, j'en voudrais d'autres. Plus on en a, plus on en veut. Donc ça veut dire, une fois que j'aurai atteint un palier, j'en voudrais atteindre le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. De toute façon, nous, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. On a besoin, surtout l'attaquant, surtout que Pierre-Emerick Aubameyang est vieillissant. Il est important que la tanière soit revue, on injecte du sang neuf. On espère que vous êtes... Oui, Cédric? Je le disais dans les coulisses qu'il a l'avantage de jouer à un poste sur lequel on n'a pas beaucoup de solutions, c'est-à-dire attaquant, avant-centre de fixation. En dehors de Daniel Cousin qui est parti après Pierre-Emerick, autour de Pierre-Emerick, on a 2-3 noms, mais il a la possibilité de se faire son trou. Voilà, dans cette sélection. Cédric, peut-être en une minute, revenir, on va parler en bref de cette information, la Coupe du Monde des U20, dames, le Gabon participe. Ça démontre également toute la dynamique qu'il y a autour du football féminin au niveau national. Oui, bien sûr. Ça vient confirmer cette dynamique-là.
que nous pouvons observer au niveau du football féminin. Je pense à un club comme Atlético Arcanda, qui est très bien structuré. Le club du peuple. Le club du peuple avec une très bonne communication. Enfin, je ne veux pas faire de pub, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une dynamique aujourd'hui sur le football féminin. Et c'est déjà très bien qu'on commence par cette participation avec les U20. Et ça nous permet justement d'avoir un suivi de cette génération U20 qui va participer à la Coupe du Monde. Parce que moi, je me projette déjà et je pense qu'elles vont passer le tour du Swaziland. Sans risque de me tromper. Après, voilà. Il faut dire quand même que ça se joue en un seul match. Oui. Donc la probabilité qu'on passe, elle est quand même... oui, mais je pense qu'on a le niveau par rapport à l'équipe de Swaziland. On espère. On aurait rencontré une équipe type Nigeria, Cameroun, des équipes dans des pays dans lesquels on a investi depuis longtemps sur le football féminin et que les équipes brillent. Je pense que j'aurais été un peu plus circonspect. Mais je pense qu'on a notre chance pour passer là-dessus. Alors on va peut-être donner en 30 secondes, Orphée, pour conclure, et peut-être un message à l'endroit des jeunes qui rêvent aussi d'être footballeurs internationaux. Un message pour les jeunes, je pense, le premier message, c'est de croire en ses rêves, de croire en ce que l'on fait, de jamais lâcher, de toujours avoir cette passion, de rester concentré et de bosser derrière. C'est ça le plus important, je pense. Bosser derrière, de toute façon, on va retenir ça. Messieurs, merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Cédric, merci, on va se retrouver certainement après la qualification de Panthères, parce qu'on croit que les Panthères vont battre les Léopards. Merci, Orphée, on espère avoir l'opportunité de vous avoir pour une autre émission sur le plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. On rappelle quand même que vous êtes joueur de football, FC Chamalières, National 2 en France. Un grand espoir. Grand espoir et meilleur buteur de la saison. Voilà, à Multisport, cette première partie est terminée. On se donne rendez-vous dans quelques secondes. Le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Et puis on se retrouve derrière. La deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Pendant cette deuxième partie, nous allons parler de foot, des muets, des sourds muets, puisque le Gabon est qualifié pour la première fois pour la Coupe du Monde qui va se dérouler en septembre en Malaisie. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir le coach Onanga qui est chargé de préparer cette équipe afin qu'elle soit prête du côté de la Malaisie. Coach, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Une fois de plus, bonsoir aussi. C'est un plaisir pour moi d'être dans la maison parce que ici, c'est notre maison. Et puis à côté, il y a notre ami, le président de l'association gabonaise au Minisport des sourds, Ibrahim Adjarbé, qui n'est plus à présenter, lui qui fait beaucoup pour cette discipline. Ibrahim, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonjour et merci. Et je suis ravi d'être là. Voilà, puis nous, avant de parler de football, on va regarder ensemble cet entretien que nous a accordé l'actuel champion du monde de taekwondo. C'est un Africain. Il n'y a pas que les Européens. L'Afrique aussi, ça cogne fort. On regarde Cissé. C'est la consécration d'un rêve. C'est vraiment la consécration d'un rêve parce qu'au taekwondo, j'ai avec toute humilité tout gagné et il manquait que ce titre. Donc c'était vraiment un objectif personnel et aussi voilà, un objectif, comme je le dis, un objectif que je m'étais fixé. Et aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve et je suis très heureux et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. C'est quasiment un exploit. Parce que, comme vous le savez, j'étais à moins de 80 kilos et j'ai quasiment changé de catégorie. Mais pour ça, je dois vraiment dire merci à mon entraîneur, à tous les Ivoiriens, tous ces jeunes Ivoiriens, tous ces jeunes Africains qui me soutiennent. Parce que le travail, c'est vrai, nous sommes sur l'ère de combat, mais nous ne sommes pas seuls. Et ils sont ma motivation, toutes ces personnes-là, parce qu'à chaque fois que j'ai l'envie ou je dois baisser les bras, je pense à ces jeunes Ivoiriens, ces jeunes Africains-là, et je pense que c'est un peu, c'est un peu ce qui a fait ma motivation pour arriver à ce niveau de la compétition. Et je suis très fier, et il faut qu'ils sachent que ils sont toujours ma motivation.
comme vous le savez, il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024 et c'est exactement le prochain challenge. On va essayer de rééditer l'exploit. Pourquoi pas la médaille d'or, pourquoi pas. Et on va se donner à fond et avec le soutien de tous parce que voilà, c'est pas seulement moi qui combat, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique, c'est toute la jeunesse et faut se souder les coudes pour y arriver. Et je pense qu'on peut le faire, on va le faire, Inch'Allah. Voilà, c'était l'entretien que nous a accordé Cheikh Salah Cissé Junior, qui est champion de monde de taekwondo dans les catégories plus de 87 kilos. C'est un Ivoirien, un Africain, qui a battu, il faut quand même le rappeler, en huitième de finale, notre Anthony Obam. On revient sur ce plateau avec nos invités pour parler de foot, mais du foot un peu particulier puisqu'on parle des sourds-muets. Coach Onanga, alors dites-nous, nous sommes à 3 mois quasiment de cette Coupe du Monde, une première pour le Gabon. Il faut toujours le rappeler. Alors comment se porte l'équipe? Une fois de plus, merci par rapport à cette équipe de sourds. Vous savez, ça rentre dans l'histoire. Le Gabon, c'est inédit pour la Coupe du Monde. Et quelle version? Version sourde. Alors là, nous avons appelé nos esprits, nos aïeux qui nous ont accompagnés, parce que cette préparation, c'est par rapport au Kenya. Nous sommes allés dans un championnat où il fallait 5 équipes pour se retrouver à la Coupe du Monde. Et le Gabon était 6e. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous donner le cheminement. Oui, rappelez-nous. Je vous en prie. Il reste 5 équipes. On a terminé notre match contre la Libye. La Libye nous a battus 2-1. Nous sommes rentrés à la maison, comme tout bon Gabonais. Tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais comme il y a un Dieu qui ne dort pas, la Libye n'a pas rempli le cahier de charge. Contrairement au Gabon. Contrairement, non pas contrairement au Gabon. C'est-à-dire c'est là où intervient maintenant la participation du Gabon à la Coupe du Monde. D'accord. Si la Libye ne remplit pas le cahier de charge, qui on appelle? La sixième nation qui n'est que le Gabon. Et automatiquement, le Gabon a été appelé. Et dès que le Gabon a été appelé, la nouvelle a été répandue partout que nous partons à la Coupe du Monde. D'accord. Donc c'est comme ça comment le Gabon s'est qualifié. On va se retourner chez notre ami Ibrahim. Alors dites-nous Ibrahim, comment l'équipe se prépare? Quelles sont principalement les difficultés que vous rencontrez? Parce qu'on sait que quand même participer à une Coupe du Monde, on parle de Coupe du Monde, c'est pas une moindre compétition. Alors comment ça se passe? Peut-être nous parler, revenir sur les différentes difficultés peut-être que vous rencontrez tout au long de cette préparation, notamment les difficultés financières, parce qu'il n'y a rien qui se fait à taux zéro, il faut toujours de l'argent pour bien faire les choses. Merci pour la question. C'est vrai pour cette Coupe du Monde. C'est déjà une histoire pour le Gabon. Et pour les différentes préparations et autres, nous rencontrons bien sûr des difficultés, notamment dans les formations, dans les différentes formations et entraînements et autres. Mais nous le faisons avec nos fonds propres. Mais nous continuons à travailler malgré le fait que c'est difficile. Et nous avons fait nous avons fait une sélection nationale, parce qu'on ne s'est pas limité uniquement à Libreville, on est allé à l'intérieur du pays pour chercher des joueurs afin d'avoir une équipe type. Et on les a fait venir à Libreville. Et depuis lors, on s'entraîne et tous les joueurs sont très très motivés pour cette Coupe du Monde. Parce que, étant moi-même sourd, les jeunes prennent ça comme leur avenir. D'autant plus qu'ils n'ont pas d'autres activités. Ça, c'est leur activité au quotidien. C'est leur rêve, en fait. C'est leur avenir, si je peux le dire comme ça. Et pour nous, encadreurs, ce n'est pas facile. C'est difficile parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part de la Comilog et certains matériels que nous-mêmes on a dû mettre en place, comme je disais au début, par nos fonds propres.
Et ce qui nous dérange beaucoup, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup suivi et que nos hautes autorités ne sont pas très concentrées là-dessus, quoi. On espère qu'après votre passage sur ce plateau, ils vont être concentrés. On va poursuivre justement avec ce reportage qui retrace l'histoire, j'ai envie de dire, qui revient sur la qualification du Gabon pour cette première participation mondiale. On regarde ensemble. Pour la première fois dans la riche histoire sportive du Gabon, une équipe de sport collectif prendra part à une Coupe du Monde. Et comme un clin d'œil à la politique de l'égalité des chances prônée par l'exécutif gabonais, c'est l'équipe de football national des sourds qui, pour cette première, aura la lourde responsabilité de porter l'étendard du vert jaune-bleu du 23 septembre au 7 octobre 2023 à Kuala Lumpur en Malaisie. Et pour ne pas faire pâle figure, au stade Nzayon de Libreville, dans le 6e arrondissement, Sabos. C'est historique, une première participation après une qualification in extremis à mettre à l'actif de l'association gabonaise Omnisport des sourds qui n'a ménagé aucun effort pour promouvoir les personnes à mobilité réduite via le sport. Reçu en décembre dernier par le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui, pour cette première campagne mondiale, l'association gabonaise Omnisport des sourds peut compter sur le soutien de l'instance fêtière du football au Gabon, mais aussi du ministère des Sports, pour une préparation adéquate. Entre-temps, un calendrier pour renforcer l'équipe est déjà bien établi. S'il est vrai qu'il reste encore un peu plus de 7 mois aux Panthères version sourd pour préparer cette grande première, rappelons que le Gabon a obtenu son ticket le 12 décembre dernier, après que le Comité international des sports pour sourds a annoncé le retrait de la Libye pour non-respect du règlement. Logé dans la poule E avec les États-Unis, l'Ukraine et le Japon, c'est face aux Américains que les Panthères vont écrire les premières lignes de l'histoire des sports pour sourds du Gabon. De son côté, l'association gabonaise Omnisport des sourds continue son combat qui est de rendre accessibles les pratiques sportives aux sourds gabonais sur tout le territoire national. Alors, on va revenir avec notre ami Ibrahim. Alors, Ibrahim, dites-nous, alors comment on se sent quand on participe à... C'est une première quand même. Comment le mental des jeunes, comment les jeunes préparent mentalement cette compétition? Les jeunes, déjà, là-bas, ils sont très motivés. Leur mental, il est au point. Et même en dehors des entraînements, eux-mêmes, ils continuent à travailler parce que ils savent que c'est une occasion unique, c'est un grand événement. Et donc, même pour les personnes valides, ce n'est pas quelque chose c'est pas une opportunité facile, quoi. Et donc, déjà que nous allons jouer le match d'ouverture avec le plus grand pays du monde, qui est les États-Unis. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'efforts à faire derrière. Et ce qui fait beaucoup d'obstacles, c'est beaucoup plus les moyens, les différentes difficultés que nous rencontrons au quotidien. Et quelquefois, nous sommes confrontés aux problèmes de transport. Certains jeunes sont obligés, sinon contraints de venir aux entraînements, quelquefois à pied. Et donc, on croise les doigts pour y arriver. Et puis voilà, quoi. D'accord, on va se retrouver chez le coach Olanga. On parle des matchs amicaux qui ont été initiés pour essayer de préparer l'équipe. On parle quand même, ça fait 5 victoires, si j'ai bonne mémoire, 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'aime pas trop la défaite, mais c'est l'apprentissage. Alors, comment vous jugez déjà le niveau des joueurs? Parce qu'il faut quand même dire que je suis de temps en temps, parfois à vos côtés, l'évolution des jeunes. Vous l'avez si bien dit, Gaël, c'est quelque chose de très fondamental par rapport à cette équipe qui se prépare à petit feu. On n'a pas conçu Paris à une seule journée. C'est petit à petit que nous sommes en train de monter cette équipe afin qu'elle soit compétitive le jour J, le 23. Mais écoutez, nous avons eu des victoires, nous avons eu des défaites. Pourquoi ces matchs amicaux? C'est juste faire le réglage, à savoir qui est qui fait quoi, par rapport à quoi, et que ce jour J, on puisse avoir une équipe conforme par rapport à la compétition. Parce que si nous dormons, nous sommes mal barrés. On travaille du côté physique, du côté technique, tactique, et à la sortie de là, les matchs amicaux. Nous sommes à 90 jours de cette compétition. Et dans ces 90 jours, d'où en sommes-nous? C'est le moment où l'instance supérieure doit prendre soin de nous
enfin d'avoir une mise ouverte digne de ce nom et garder ses enfants pendant ces 90 jours, donc 90 jours qui fait 3 mois, pour mieux préparer une équipe, afin que sortir de là, on se lève pour aller gagner le premier match. Parce que notre objectif, c'est le premier match. Le premier match contre les États-Unis, il faut quand même rappeler. Contre les États-Unis. Et pour la petite histoire, nous avons aussi nos émissaires que nous avons envoyés sur place. Hein, pour essayer de voir comment l'équipe américaine se prépare. Bon, c'est une équipe qui se prépare assez physiquement. Au niveau technique, ils ne sont pas plus forts que nous. Leur problème, c'est le côté technique. Mais on s'est dit, bon, si c'est côté technique, nous avons l'atout côté technique. Si ils sont plus physiques que nous allons mélanger les deux, côté physique et côté technique, et on va gagner le match. Tranquille. D'accord. Alors, Ibrahim, je vais me retourner vers vous. Souvent, quel est le discours que vous adressez aux parents? Parce que pour avoir été souvent là, j'ai regardé parfois, j'étais sur le terrain lors de vos matchs, il y a quand même des jeunes joueurs. Quel est le discours? Quelle est la relation avec les parents des jeunes? C'est pas facile, hein? Déjà, nous avons invité les parents à la base pour les expliquer déjà, parce qu'en principe, on a ce problème d'information. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas concrètement quelles sont les difficultés que rencontrent leurs enfants concernant ces entraînements-là. Et depuis qu'on a commencé à travailler, eux, ils ne voient pas complètement ce que nous faisons, quoi. Et donc, nous les avons invités pour les permettre de voir de fond en comble ce que nous faisons et quelles sont les difficultés des joueurs, notamment les bottines, comment les accompagner aussi au quotidien, parce qu'il y en a qui ont des difficultés aussi au quotidien, des difficultés personnelles bien sûr, puisque nous on n'a pas une caisse pour ça, et donc nous avons demandé la participation des parents, et les parents sont partants parce qu'ils savent que depuis toujours c'est nous-mêmes qui faisons l'effort de les accompagner. Et les parents ont pris la décision de nous accompagner, de nous soutenir dans cette histoire-là. Et avec les petits moyens qu'on aura, on verra déjà comment s'organiser. Et je profite de l'occasion pour dire merci aux parents. Parce qu'eux-mêmes, depuis toujours, ils ne savent pas. Parce que lorsqu'on fait un enfant sourd-muet, on ne sait pas concrètement quel est l'avenir qu'on peut prévoir pour ce dernier. Et donc le sport permet à ces parents-là de pouvoir rêver aussi pour ces enfants, sinon accompagner les enfants dans leurs rêves. Et donc, c'est aussi une porte de sortie pour leur avenir. Et donc, nous allons tous faire ensemble pour l'avenir des enfants sur le plan football. D'accord, j'espère que cela va marcher, les parents qui ont pris le train en main. Nous, on va continuer avec le reste de l'actualité sportive, notamment on va parler de Djoko. Bienvenue sur Multisport Express, nous ouvrons ce tour d'horizon avec du foot. Ils l'ont fait. Les joueurs de Manchester City ont remporté samedi 10 juin la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan 1-0 à Istanbul. Il s'agit de la première Ligue des Champions remportée par le club anglais qui s'offre ainsi un triplé cette saison, lui qui a déjà gagné la FA Cup et le championnat d'Angleterre, contrairement à la demi-finale retour contre le Real Madrid qui avait vu Manchester City dominer largement le tenant du titre. Les Citizens, donnés favoris pour cette finale, ont souffert pour s'imposer face aux Nerazzurri. À la tête de l'AC Milan entre 1986 et 2017, Silvio Berlusconi, grand personnage du football en Italie, mais aussi ancien chef du gouvernement italien, est décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 86 ans. Sous sa présidence, l'AC Milan s'est imposé comme le plus grand club italien de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle en remportant par moins de 29 trophées, toutes compétitions confondues, soit plus de la moitié de l'histoire du club. 5 Ligues des Champions, 8 Séries A, une Coupe du Monde des clubs, 5 Super Coupes d'Europe, une Coupe d'Italie et 5 Super Coupes d'Italie notamment. Novak Djokovic n'a désormais plus de rival à sa hauteur. Le Serbe s'est adjugé son 3e Roland Garros en prenant facilement la mesure de Kapersrud. Il devient le premier homme à compter 23 titres du Grand Chelem à son palmarès.
Terminons ce tour d'horizon au Gabon avec la course la plus rapide du continent africain, le Running Masuku, qui a reçu la semaine dernière le label Redress délivré par l'instance internationale d'athlétisme, la World Athletic, pour la seconde année consécutive. Une confiance renouvelée qui prouve le niveau d'organisation de la course africaine la plus exigeante. Et puis tout de suite, puisqu'on parle de la Coupe du Monde des sourds, on veut voir ensemble, dans Règles des sports de cette semaine, comment se pratique le football des sourds. Coach Onanga, vous êtes à l'intérieur, on va regarder ensemble. Ballon, filet, sifflet sont là les termes qui renvoient au football, le sport roi comme on l'appelle. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro de Règles de sport consacré au football. Mais de quel football s'agit-il ? Il s'agit du football pour personnes sourdes et muettes. Avec nous pour en parler, nous serons accompagnés de Walter Onanga, le directeur technique de l'association Agos. Allons vers lui pour plus d'explications. Le football, c'est un jeu collectif, c'est une activité collective qui se joue 11 contre 11 et qu'à la sortie de là, il faut mettre un ballon au fond de filet. Le football, à titre général, ça se joue avec les mêmes dimensions, que ce soit du côté des sourds que du côté du football conventionnel. C'est le même règlement. Mais il y a seulement une seule chose qui change, c'est le côté d'arbitrage. Mais dans l'arbitrage, comment ça se passe? Les deux juges de touche, chacun un fanion. Mais par contre, l'arbitre central, il a un fanion et son sifflet. Le sifflet, c'est pourquoi? C'est pour que ceux qui sont entendants écoutent qu'il a sifflé. Et le fanion aide aux sourds de comprendre qu'il y a faute. C'est pour cela qu'il le gesticule en faisant ce geste. Je donne les... Je siffle. Et puis, il accompagne ce geste. Ce geste, c'est pour aider aux sourds qui ne comprennent pas que non, il y a faute. Il y a 17 lois. Dans ces 17 lois sont identiques. Rien ne change, sauf l'arbitre central. Parce qu'il y a la loi 4 et la loi 5. L'autre loi parle de juge de touche. Et l'autre parle de l'arbitre central, uniquement l'arbitre central, parce que c'est l'arbitre central qui a et le sifflet et le fanion, comme les deux juges de touche. En un seul mot, si c'est une compétition du grand chelem, de haut niveau, je donne l'exemple, la compétition qui va se passer au Kenya. Il y a presque tout le monde mélangé là-dedans. Il n'y a pas seulement que les sourds, mais à 90%, c'est les sourds. C'est ces gestes qui nous permettent de parler avec notre collaborateur. Voilà qui est dit, voilà qui a été expliqué. Nous espérons que vous savez désormais quelle est la différence entre le football conventionnel pour personnes valides et le football pour personnes sourdes et muettes. Salut, à bientôt pour un nouveau numéro. Merci Andy Sonobian pour ces explications. On va petitement vers la fin de cette émission. Coach Onanga, peut-être nous rappeler déjà pour la suite des événements, qu'est-ce qui est prévu pour préparer encore au mieux cette équipe. On rappelle quand même que c'est inédit, c'est la première fois que le Gabon va participer, va prendre part à une Coupe du Monde. Et comme un clin d'œil de Dieu, c'est les sourds qui vont prendre part à cette compétition-là. Alors dites-nous, nous sommes à 3 mois de la compétition, au-delà de l'aspect financier, les difficultés qu'on peut avoir. Vous, techniquement, qu'est-ce qui est prévu pour la suite des événements, pour les jours à venir? Ok. Une fois de plus, merci Gaël. L'historique est devant nous. L'avenir est devant nous. Et c'est à nous à l'attraper avec nos deux mains, afin d'aller au bout de notre pensée. Et la plus grande pensée qui est de nôtre, en tant que technicien, c'est de travailler. D'accord. Et nous avons 1 mois de préparation
tactique, parce que côté physique, on l'a déjà terminé. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés du côté technique, individuel, technique collective, et à la sortie de là, c'est des matchs amicaux. Rien que des matchs amicaux pour régler l'équipe, pour la positionner, afin qu'on ait les 11 types. Et une autre chose que j'aimerais ajouter, à partir du moment où nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, tout le Gabon est en éveil, et en particulier les sourds. Nous avons des joueurs venant de Mwanda, d'OIM, tout le Gabon. On venait encore de découvrir un petit qui joue en 2-2 à Mwanda. Oh, bon footballeur. D'accord. Très bon footballeur. Mais que cela ne tienne, qu'est-ce qu'il faudrait que nous arrivions au bout de notre pensée? C'est le président de la République, le ministère de tutelle, en un seul mot, le gouvernement, qui prennent soin de ce mot, la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, ce n'est pas la portée de n'importe qui. C'est inédite. Ça rentre dans l'histoire. Ça arrive parfois une seule fois dans une vie. Ça n'arrive qu'une seule fois. Mais j'aimerais encore ajouter ceci. Attention, si les sous ne partent pas, c'est un coup qu'ils vont prendre. Il n'y a que cette Coupe du Monde comme une porte de sortie pour eux. C'est une porte de sortie, pourquoi? Parce que si les petits ne partent pas à la Coupe du Monde, beaucoup vont encore revenir dans les besoins du passé. Ils vont être déçus, justement. Ils seront beaucoup déçus. D'accord. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, c'est juste cet accompagnement. Et dès que nous arrivons à la Coupe du Monde, le Seigneur est grand, nous aussi, nous prions, comme tout le Gabon prie pour nous, et les sous aussi prennent soin d'eux-mêmes afin qu'on puisse gagner. D'accord, on va rapidement, avant la fin de cette émission, s'adresser à Ibrahim, qui est président quand même de l'association. Alors Ibrahim, peut-être revenir sur les objectifs. Est-ce que vous partez à cette Coupe du Monde juste pour participer, ou bien derrière il y a aussi un objectif bien précis par rapport à cette compétition? Merci encore pour la question. Certes, nous allons pour participer, mais nous allons aussi avec un objectif de réussir. Parce que nous avons beaucoup d'activités dans le futur. Et arrivé jusque-là, nous avons fait en amont beaucoup d'activités, beaucoup de travail qui nous a permis d'arriver jusqu'ici. Et si nous ne participons pas, il est fort probable que nous soyons punis par rapport à ça. Parce que ne pas participer à la Coupe du Monde, nous savons tous un peu ce que ça résulte. Et donc, nous sommes tous très motivés parce que nous savons que nous avons beaucoup travaillé derrière pour en arriver là. Et c'est pourquoi nous avons besoin que le président de la République nous écoute. Parce que c'est lui le seul à pouvoir changer la donne, parce que les sourds sont motivés, les parents sont motivés, les enfants sourds sont motivés, et même ceux qui sont encore sur le banc de l'école sourds-muets suivent et ils regardent comme exemple ces jeunes-là qui ont eu la possibilité d'être qualifiés en Coupe du Monde. Et donc, c'est aussi une occasion de montrer que les sourds sont aussi comme des personnes valides. Et c'est pourquoi nous souhaitons qu'à travers ça, la personne sourde soit considérée. De toute façon, je pense que le message est passé. Le président de la République lui-même, qui est un sportif dans l'âme, va certainement réagir par rapport à toutes ces explications. Merci Ibrahim, merci à coach Onanga d'être passé sur le plateau de Gabon 24. On espère vous retrouver très prochainement avec de bonnes nouvelles cette fois-ci, notamment en ce qui concerne l'accompagnement. Merci. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, espérons, avec une qualification des Panthères A.